Bonjour. Alors ce matin, le caucus du Parti québécois est réuni dans l'Est de Montréal. Ça fait plusieurs années que le caucus précessionnel qui se fait en région n'était pas venu à Montréal. Et nous avons tenu, les députés montréalais et le chef qui est député de Rosemont, de faire en sorte que l'ensemble de la députation soit ici pour s'immerger dans la réalité montréalaise. Et hier, il y a eu une série de rencontres qui ont eu lieu à l'Institut Pinel, aux fermes LUFA, dans des communautés de la diversité, y compris maghrébine, chilienne, vietnamienne, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, le Stade olympique, et pour faire en sorte que nos députés soient bien conscients des enjeux, des difficultés et des solutions qu'on peut apporter à la fois à des problèmes qui concernent tout le Québec et à des problèmes qui concernent l'Est de Montréal, qui est une région abandonnée par les libéraux, complètement abandonnée. Les grands projets qui avaient fait l'objet de promesses libérales, que ce soit la ligne bleue qui devrait être en train d'être construite et qui pour l'instant dort sur des tablettes, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est un hôpital, un des plus vétustes au Québec, qui dessert 600 000 citoyens parmi les plus vulnérables du Québec, une promesse de rénover cet hôpital vétuste qui a été brisé année après année, ces 3 premières années de gouvernement libéral. Le Stade olympique, dont le premier ministre avait dit à la campagne électorale de 2014 que dans les semaines qui suivraient son élection, il allait faire en sorte de lancer l'appel d'offres pour un toit, parce qu'on sait que si le Stade olympique a un toit, le nombre de jours d'événements va augmenter et on pourrait tendre à l'autofinancement sur la durée utile du toit. Et on voit aujourd'hui qu'avec un investissement massif et probablement bénéfique de 5 milliards de dollars pour le transport dans l'ouest de Montréal, le transport dans l'est de Montréal, on ne voit rien venir. Et donc, c'est cet abandon de l'est de Montréal qu'on est venu ici constater et prendre des engagements envers les Québécois de Montréal pour dire que la volonté politique est en chemin. Dans 19 mois, en octobre 2018, un gouvernement du Parti québécois s'engage dans sa première année de gouvernement à lancer l'appel d'offres pour le toit du stade, à mettre dans le programme québécois d'infrastructure la rénovation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, d'accélérer la ligne bleue vers Anjou, de réouvrir le bureau de projet pour l'axe Notre-Dame, qui est fermé depuis des années, de faire un appel de projet pour la desserte de la pointe de l'île. Et sur la question du logement, tout le monde qui connaît Montréal sait que, compte tenu de la très triste réalité qui a été chiffrée par la Direction de la santé publique de Montréal, 38% des logements montrent au moins un signe d'insalubrité. Et pourtant, le gouvernement libéral a réduit de 1 500 à moins de 500 par an le nombre de logements sociaux financés. Nous allons remonter à 1 500 logements sociaux par an sur l'île de Montréal. Et bien sûr, ça concerne l'est de Montréal. Et nous allons être plus sévères envers des propriétaires de logements qui ont des logements insalubres. Alors, c'est fini de demander aux libéraux, y compris leurs députés de l'Est de Montréal, y compris des ministres comme David Hurtel, la vice-première ministre est dans l'Est de Montréal. C'est fini d'attendre qu'ils bougent, qu'ils défendent leurs citoyens. Nous disons aux gens de Montréal, le 1er octobre 2018, l'an prochain, nous allons agir, enfin, pour que l'abandon de l'Est de Montréal se termine. Et aujourd'hui, nous avons vu cette réalité hier. Nous allons discuter entre nous des étapes qui vont s'échelonner jusqu'en 2018 et faire en sorte d'offrir un bon gouvernement honnête et dynamique aux Montréalais et aux Québécois. Merci. Merci. On est en direct, messieurs, dames, y compris sur Internet. Merci d'utiliser le micro qui est en arrière des caméras. On va y aller avec M. Laforêt. Merci d'avoir une question, une sous-question. Vous êtes nombreux. Le premier ministre, hier, concernant ce qui s'est passé à Québec, a appelé à de la hauteur. Est-ce que vous allez changer votre propos? Est-ce que vous allez changer votre discours? Est-ce que vous allez vous restreindre par rapport au débat que Québec doit avoir? Comme j'ai dit hier, il ne faut jamais laisser les meurtriers interdire à une société de débattre paisiblement de questions qui la préoccupent, y compris des questions d'identité, d'intégration, d'immigration. Mais il est vrai qu'il y a le débat et il y a la manière. Et moi, je réponds à l'appel du premier ministre hier que oui,
il faut que dans le choix des mots, qu'ils soient écrits ou parlés, on fasse preuve de prudence. Et je pense que c'est une responsabilité collective. Je pense que son appel s'applique à lui-même et à l'ensemble des acteurs politiques et aux médias, et certainement aux médias sociaux. C'est très difficile d'être musulman aujourd'hui en Amérique du Nord et dans le monde. C'est très difficile. Tous les soirs à la télé, on a des terroristes qui décapitent des gens au nom de cette religion et qui travestissent cette religion. On a un président américain qui a décidé de bannir les musulmans pendant 90 jours. On a des imams radicaux et on a surtout une population musulmane intégrée, pacifique, qui pratiquante et non pratiquante. Pour beaucoup de musulmans québécois ne sont pas pratiquants et qui n'ont rien à voir dans cette difficulté et qui sont effectivement, qui vivent un mal vivre ensemble à cause de cela. Et donc, je pense que, bien que ça ne doive pas nous limiter dans le sujet de nos débats, il faut avoir une attitude particulière, apaisée, dans la façon d'en débattre. Ça s'applique à nous, au Parti québécois, ça s'applique à M. Couillard, qui doit admettre que nous pouvons tenir ces débats. Ça s'applique à beaucoup de gens et je pense que s'il y a quelque chose qui peut ressortir de ce drame tragique dont nous ne connaissons pas le mobile, c'est d'être plus apaisé dans la tenue de débats nécessaires. Est-ce que vous sentez qu'il y a une montée de l'islamophobie au Québec, une montée de la droite? Est-ce qu'il y a du sentiment anti-islam, anti-musulman au Québec? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a plus ici qu'ailleurs? Non. Je pense que d'ailleurs, les commentaires qu'on a entendus des membres de la communauté musulmane de Québec hier, c'est que ils sont venus ici dans une société qui est ouverte, qui est tolérante, mais qui participe de cette situation globale où les musulmans sont pris à partie sans bonne raison. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faille faire le procès des Québécois. Je suis de ceux qui croient qu'il faut plutôt rapidement prendre des mesures robustes pour lutter contre la discrimination et le racisme dans l'emploi, dans le logement. Je suis de ceux, et c'est la proposition que nous avons faite en décembre sur l'identité, qui disent qu'il faut arrêter de sous-employer nos Québécois d'origine diverse. Il faut mieux reconnaître les diplômes, mieux reconnaître les qualifications, faire en sorte que le taux de chômage qui est trop élevé soit réduit. C'est ça les actions qu'on doit prendre pour démontrer notre volonté de vivre ensemble. Merci. M. Poirier, le Soleil. Diriez-vous que votre préférence pendant la course à la direction ou à Collaboratif ou les Bouka et à Aldis Champagny s'inscrivent dans cette attitude apaisée qu'il faut avoir? Est-ce que vous regrettez d'avoir utilisé ces références? Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit plusieurs fois que d'utiliser un cas réel, c'est-à-dire que des terroristes en Afrique ont effectivement utilisé cela pour cacher leur mouvement, ce n'était pas une bonne idée de l'amener dans le débat québécois. Je le répète aujourd'hui avec plaisir. De la même façon, je pense que ce n'est pas une bonne idée pour François Legault de dire qu'une loi qui n'interdit pas le tchador est une loi qui fait la promotion du tchador. Pas une bonne idée. Je pense que ce n'est pas une bonne idée pour M. Couillard de dire que tout débat sur les seuils d'immigration, c'est de l'intolérance. Pas une bonne idée. Je pense que ce n'est pas une bonne idée pour Manon Massé de dire qu'il y a du racisme et de l'islamophobie systémique au Québec. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, c'est une responsabilité collective que nous avons de peser nos mots. Moi, je suis le premier à dire que ce n'était pas une bonne idée ce que j'ai dit là-dessus. J'espère que les autres verront aussi leur part de responsabilité dans l'apaisement du débat. Diriez-vous toujours qu'il serait pertinent d'avoir un débat public sur la place de la Bouka dans l'espace? Bien sûr que je le pense. Parce que nous sommes dans une société qui valorise énormément l'égalité des hommes et des femmes. Et cela contredit cette valeur commune. Et je n'en veux pas à M. Couillard de vouloir toujours proposer un projet de loi qui interdira le voile intégral dans la fonction publique. Ce sont des débats sains, normaux, mais il faut éviter, du moins tous ceux qui sont dans des responsabilités publiques, les dérapages. Et de dire que si l'autre n'est pas d'accord avec nous, il est intolérant ou xénophobe ou quoi que ce soit. Ayons un débat apaisé là-dessus
Ce sont des questions délicates. Il faut les appréhender avec délicatesse. Merci. En Monsieur Robitaille. 2014, après la défaite du Parti québécois, vous avez dit que le débat sur la Charte des valeurs avait empoisonné le débat sur la laïcité. Est-ce que c'est un peu de ce poison-là qu'on a vu dimanche soir? Est-ce que vous avez des, Vous évoquiez. est-ce que vous avez des informations sur le mobile du tueur? Je vous pose la question. Avez-vous des informations sur le mobile du tueur? Non, mais plusieurs font des liens avec la Charte. Ah, Qu'est-ce que OK. vous leur dites à ceux qui font le lien entre le débat sur la Charte, vos propos peut-être aussi sur le fait que ça a empoisonné le débat? Je leur C'est pas le dis, seul à le dire à l'époque. Et ce terrible événement de dimanche soir. je leur dis de peser leurs mots. Et je leur dis de ne pas faire d'amalgame. Et je leur dis d'avoir un débat apaisé. Et je leur dis de ne pas essayer d'instrumentaliser un attentat meurtrier pour faire des gains politiques. C'est ça que je leur dis. Merci. Monsieur Boisvert. Cogeco. Vous avez dit qu'il n'y avait pas plus au Québec de sentiments islamophobes qu'ailleurs, mais qu'il y en avait. Est-ce qu'au Québec, il y a des endroits, des villes, des régions où est-ce qu'il y en aurait plus, nommément la ville de Québec? Ah, jamais je m'embarquerai dans une chose comme celle-là. Je pense que, vous savez, on est dans une des sociétés les plus pacifiques au monde. Des amis français, maghrébins d'origine et français, choisissent le Québec parce que le Québec est plus ouvert, plus tolérant que la France. En ce moment, il y a des Juifs français qui déménagent au Québec parce qu'ils savent que c'est un lieu plus ouvert et plus tolérant. Alors, lutter contre le racisme et la discrimination chez nous, oui, c'est une nécessité. Ça existe. Mais s'auto-flageller, ce n'est pas voir la réalité d'une société extraordinairement ouverte. Monsieur Lisée, hier, à la vigie, le maire Labaume a dit qu'il y avait des gens sur qui il fallait réfléchir, des gens qui s'enrichissent avec la haine. Comprenez-vous, interprétez-vous qu'il y a un besoin dans ce sens-là? J'ai entendu Régis dire ça. Je pense que c'est une façon d'appeler à l'apaisement aussi dans les propos qui sont tenus et j'espère que ceux à qui c'était adressé auront bien compris. À qui est-ce que ça s'adressait, à votre avis? On va y aller avec Mme Je Guérin. demanderai à Régis. Bonjour, M. Lisée. Est-ce que vous pensez qu'il y a spécifiquement à ce moment-ci un momentum pour que la question de la laïcité se règle? Est-ce qu'il y a un momentum? La question, c'est est-ce qu'il y a de la volonté politique? Le gouvernement Couillard a déposé un projet de loi qui est extraordinairement déficient. Nous avons déposé 7 amendements qui permettraient, à notre avis, d'avoir un consensus et de régler l'essentiel de ces questions immédiatement. Nous espérons encore que M. Couillard va saisir cette occasion. On sait que les débats à l'intérieur de son parti sont vifs et que plusieurs de ses députés trouvent que la version d'origine de son projet de loi ne répond pas correctement aux enjeux d'aujourd'hui. Alors vraiment, là-dessus, la balle est dans le camp de M. Couillard et de ses députés. S'ils ne le font pas, bien, le Parti québécois, au pouvoir en octobre de l'an prochain, le fera. Donc, c'est non, votre réponse. Dans le fond, vous nous dites un peu ce que vous nous avez toujours dit. Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a un momentum? Les Québécois sont-ils prêts à trancher là-dessus? Oui, ils le sont depuis 10 ans. Et ça aurait été beaucoup mieux pour le Québec, pour le vivre ensemble, pour la communauté musulmane, que ces questions-là soient derrière nous, que les règles soient claires. Mais c'est encore les libéraux qui sont au pouvoir, donc c'est eux qui mènent le bal et qui peuvent laisser traîner ou trancher. Mais ma question est plus large que ça. Ma question est plus large, c'est-à-dire, on a beaucoup parlé depuis 10 ans là, de cette question-là, surtout sur, je dirais, sur des bases assez partisanes. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de cet événement-là, le débat va changer de ton, va s'élever et être moins partisan, voire clientéliste qu'il l'a été dans le passé? Ben, c'est l'espoir que j'ai. C'est l'espoir que j'ai. Mais la personne qui a la capacité de trouver le juste équilibre, c'est le premier ministre. Merci. Monsieur Lacroix. Ma question va un peu dans le même sens. Est-ce que les partis politiques, les politiciens n'ont pas une part de responsabilité dans le fait que ce dossier-là de l'identité n'est pas réglé 10 ans après le rapport Bouchard-Taylor, alors qu'on avait un rapport qui avait été déposé par 2 scientifiques, par 2 personnes qui ont
fait un véritable travail de recherche non partisan, qui ont déposé une position qui, somme toute, semblait faire consensus dans la population. Et 10 ans plus tard, on se retrouve encore une fois au cœur de ce débat-là. Rien n'est réglé. Est-ce que le fait que ça a perduré pendant une dizaine d'années n'est pas responsable des tensions qui ont été décrites par les membres de la communauté musulmane hier lors de cette conférence de presse? Ils ont clairement dit que tout le débat de l'identité avait contribué à détériorer les relations entre la communauté et la population. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, le dossier traîne. Tout ce qui traîne se salit. Et dans un dossier délicat, il est important de prendre le temps nécessaire d'évaluer, de décider et de trancher et de passer à autre chose. Et c'est clairement ce que nous n'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait sous les libéraux. Nous avons manqué le coche sous les péquistes. Et c'est pourquoi nous proposons maintenant, si nous prenons le pouvoir l'an prochain, d'agir dans les 2 premières années, à la fois contre le racisme, contre la discrimination, pour l'emploi, et à la fois pour trouver un point d'équilibre sur les questions, par exemple, d'accommodement religieux. Est-ce que l'occasion, aujourd'hui, est donnée de le faire? Nous, notre position, elle est claire. Si le Parti libéral est prêt à trouver un juste équilibre, nous allons l'appuyer. Sinon, nous n'allons pas l'appuyer. Ce serait mieux que ça soit décidé plus tôt que tard. C'est toujours notre position. Est-ce que vous croyez que, compte tenu des événements de dimanche, que ce soit une bonne idée de durcir, par exemple, le projet de loi 62 dans sa position, si on veut, qu'il soit acceptable pour les autres partis? En ce moment, les autres partis ne sont pas d'accord avec 62 parce qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. Alors, ce n'est pas la question de le durcir, c'est de le rendre à la hauteur du consensus. Vous parliez tout à l'heure de Bélanger-Campo. Pour l'instant, M. Couillard refuse de mettre dans son projet de loi la recommandation phare. Bouchard-Taylor, vous avez raison. Merci de me corriger. Toutes mes excuses aux familles Bélanger et Campo. Mais donc, la recommandation phare, c'était d'interdire les signes religieux pour les juges, les policiers, les gardiens de prison. M. Couillard refuse de le mettre dans son projet de loi. Alors, évidemment, c'est pas nous qui l'empêchons de le faire, là. Alors, la balle est dans son camp. On va y aller avec M. Bergeron. Bonjour, M. Lisée. J'aimerais vous amener ailleurs sur la question de Pierre Paradis. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement s'en tire encore à bon compte et que M. Paradis, finalement, risque de s'en tirer ainsi? Ou qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas accès au dossier de police et je ne dois pas le voir. S'il y a des accusations qui doivent être portées, le DPCP verra s'il y a des accusations qui doivent être portées. Ça, c'est un niveau de débat. L'autre niveau de débat, c'est quelle que soit la nature criminelle ou non des actes, le comportement de M. Paradis a été mis en cause par son ancienne directrice de cabinet. Et là, politiquement, est-ce que le premier ministre a décidé que ce comportement n'était pas de nature à permettre à M. Paradis de rester en poste? Bon, lui a peut-être des informations que nous n'avons pas. Moi, ce qui m'a... et on n'a pas la version de M. Paradis, qui pour l'instant nie les faits. Et si on regarde la chronologie, bon, vous avez été très dur, avec raison, en disant que le premier ministre a sciemment laissé courir une fausse version de l'affaire pendant 24 heures. Et ça, c'est condamnable. Maintenant, moi, ce qui me trouble, c'est que le premier ministre dit qu'il a eu un signalement de la SQ. On lui a dit, la SQ a dit, il y a un signalement sur un de vos ministres, sans dire la nature de ce signalement. Et le ministre dit, je ne suis même pas au courant. Et ça signifie que le bureau du premier ministre a été mis au courant d'une enquête qui était à cette étape confidentielle parce que le principal intéressé n'avait pas été mis au courant. Ça, je trouve ça troublant. Parce que, comme vous le savez, lorsqu'on a discuté de ça autour de Jerry Sklavounos, j'ai dit, d'après moi, pour faire reculer l'hypocrisie et l'arbitraire, lorsque l'enquête est confidentielle, personne ne doit en être avisé. Lorsque le député ou ministre est avisé qu'il fait l'objet d'une enquête, à ce moment-là, il le sait. Là, c'est le moment de le dire au premier ministre, pour que dans l'intervalle, quand l'enquête est confidentielle, personne ne puisse intervenir politiquement dans l'enquête. Là, ça ne semble pas avoir été le cas, parce que si on en croit Pierre Paradis, les enquêteurs ne l'ont pas rencontré. Est-ce vrai ou non? Je ne sais pas, on verra, mais c'est ce qu'il dit. Alors ça reste étrange. Alors moi, je réitère ma proposition de rendre formel ce protocole pour que l'on sache que jamais les politiques ne doivent être au courant d'une enquête dans sa phase de confidentialité,
Mais lorsque le député est lui-même informé, à ce moment-là, la SQ devrait le dire, parce que le politique ne peut plus intervenir dans l'enquête elle-même. Et là, peut intervenir politiquement, à savoir est-ce qu'il faut démettre, exclure, suspendre ou quoi que ce soit. Alors, il reste des zones d'ombre là-dedans, et puis je compte sur vous pour essayer de nous éclairer. Qu'est-ce que ça dit du gouvernement Couillard sur sa gestion des problèmes à l'interne dans son cabinet ou dans son caucus? Écoutez, plus généralement que ça, qu'est-ce que ça dit du gouvernement Couillard? Qu'il ne peut pas se passer 2 semaines sans qu'on ait ces discussions-là sur une malversation, sur une incompétence, sur une déclaration toute croche, ça dit du gouvernement Couillard qui ne devrait plus gouverner. Et puis le problème, ce n'est pas ses ministres. Le problème, c'est le premier ministre. Le problème, c'est le gouvernement en entier. Et donc, nous, notre tâche aujourd'hui au caucus du Parti québécois, c'est de préparer le gouvernement qui remplacera les libéraux le plus tôt possible. Et si on connaît la date, c'est le 1er octobre 2018. Merci. On va y aller avec M. Le Cavalier. Ensuite, je crois que c'est... Bonjour, M. Lisée. Bonjour. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le débat sur la Charte des valeurs et une augmentation des tensions avec la communauté musulmane? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'il y a un lien à faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un bon moment pour les musulmans, le 21e siècle. Alors, on peut essayer de départager l'ensemble des conditions qui fait que ce n'est pas un bon moment. La seule conclusion à laquelle ça doit nous amener, c'est qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut être empathique, il faut être proche de cette communauté, il faut comprendre son malaise. Il faut savoir qu'une des pires choses, en plus de l'État islamique puis de Donald Trump, c'est de faire traîner un débat sur les règles du vivre ensemble sans jamais décider. Alors, ce n'est pas un des éléments de ça, c'est le faire traîner. Et moi, si je suis premier ministre l'an prochain, je vous le dis, dans les 2 premières années, on va avoir tranché et c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour la société et la communauté musulmane. Québec solidaire vous demande de présenter un candidat d'Angoin. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est particulier. C'est particulier. J'ai bien entendu, lorsqu'Amir Kadir a dit 3 choses la semaine dernière. La première, c'est qu'il ne voulait pas d'alliance, il voulait un pacte. Très bien. Moi, je peux vivre avec ça. J'ai toujours dit qu'il fallait additionner. Deuxièmement, il a dit qu'il n'est pas question qu'il y ait de ministre de Québec solidaire dans un gouvernement du PQ. Hey, ça tombe bien, c'est aussi notre avis. Alors ça, on avance, c'est clair. Troisièmement, il a dit, je voudrais qu'il y ait un candidat du PQ dans Gouin. On met ça dans notre réflexion, on va en parler aujourd'hui, on ne tranchera pas aujourd'hui, on va en discuter. Nous, on croit vraiment à la convergence. Et donc, dans un premier temps, j'ai dit, on est en mode dialogue, on va voir est-ce que nos amis de Québec solidaire ont un souhait. Ils ont exprimé ce souhait-là, qui est particulier. Donc, on va en discuter. Notre volonté de faire des pas vers la convergence, c'est une chose. Leur volonté de se coltailler à un de nos candidats d'Angoin, c'est une autre chose. Je sais qu'à l'intérieur du caucus du Parti québécois et à l'intérieur du parti, il y a des avis très partagés là-dessus. On va en discuter. Maintenant, il n'y a pas de presse. La partielle n'est pas déclenchée. Gabriel Nadeau-Dubois va décider s'il est candidat ou non seulement dans 3 semaines ou 4. Donc, on n'est pas bousculé là-dedans. Merci. Dernière question, M. Lavallée. Oui, bonjour, M. Lisée. Martine Ouellette nous a promis d'annoncer une décision concernant son avenir politique au cours des prochains jours. Vous êtes-elle informé de la tangente que prenait sa réflexion? Non, on est en contact avec elle, bien sûr, mais non, ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle va attendre la décision du Conseil général du Bloc québécois le 4 février sur la course. Est-ce que la course a lieu en 2017 ou en 2018? Et là, elle donnera sa décision. Alors, je suis comme vous, je suis dans le suspense. Et donc, vous allez accepter sa décision, soit de se retirer du caucus ou de continuer à en faire partie, tout en étant candidate à la direction. Vous vous en remettez à elle complètement? On va en discuter ensemble, le cas échéant. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.